Mais il y a beaucoup de gens qui se disent un influenceur, c'est quelqu'un qui a peu d'expérience, qui est un peu un bête, qui est un mec arrivé, il y a beaucoup de gens qui l'ont suivi et du coup il fait du contenu et puis voilà. T'as plein de gens qui disparaissent de l'écosystème et c'est le moment où je me suis dit ok, je peux vraiment progresser en trading, je peux peut-être gagner ma vie avec ça, je peux même très bien gagner ma vie avec ça. Juste focus, progresse, mets ton ego de côté et apprends, tu vois. Salut à tous et bienvenue sur CryptoColis. Cette semaine, on reçoit CryptoPicsou, Léonard Dupuis de son vrai nom. Salut Léonard. Et le Gary, comment ça va ? Bah écoute, ça va super, très content de t'interviewer. J'ai déjà interviewé Asher et je trouvais ça cool de refaire une interview avec un nouvel influenceur crypto pour comprendre cette catégorie d'acteurs de l'écosystème crypto. Et dans cet épisode, on va parler de pas mal de choses. On va revenir sur ton parcours, ton business en tant que crypto-influenceur et justement parler de cette notion de crypto-influenceur. Voilà, parfois, pour certains, ça peut avoir une connotation négative. Pour d'autres, on en parlait un peu en off justement avant. Dans d'autres métiers, c'est pas la notion d'influenceur qui est retenue, mais une autre notion. Donc, on viendra là-dessus. On viendra sur tes différentes activités. Et on finira en fin de vidéo avec ta vision du marché crypto et tes attentes pour la fin d'année. Déjà, pour commencer, pour venir sur ton parcours, moi, ça m'intéresse de savoir comment tu es arrivé dans la crypto, par quelle porte. Alors, déjà, merci pour l'invitation, ça fait extrêmement plaisir. Et pour le coup, je suis ce que tu fais depuis un petit moment. En sous-marin, j'avais vu les premières interviews que tu avais publiées assez tôt sur YouTube, etc. Donc, j'ai pas mal surveillé ce que tu fais et franchement, félicitations, c'est hyper cool, tu vois. Merci. Puisque même, tu vois, d'un point de vue francophone, je pense qu'on n'est pas non plus des tonnes Ouais, c'est clair. à faire ce genre de contenu, mais que je trouve vraiment intéressant. Et du coup, moi, j'ai commencé les cryptos. En fait, on a commencé à m'en parler quand j'étais au lycée. À cette époque-là, j'avais un pote au lycée qui commençait à me parler de crypto, de blockchain, de Bitcoin. Mais à l'époque, il n'y avait pas que Bitcoin. Enfin, il y avait Bitcoin évidemment qui était gros, mais tu avais un top, je dirais 3, 5 qui était extrêmement différent de maintenant. Et du coup, Là, on est en quelle année à peu près je dirais 2013, 2014, Okay. peut-être, quelque chose comme ça. Ouais. Et du coup, à ce moment-là, j'ai un pote qui mine. Je sais plus si c'est la top 2 ou top 3 des cryptos, mais aujourd'hui, c'est un pauvre shitcoin qui est à zéro, quoi. Et à l'époque, je lui disais, mais qu'est-ce que tu me racontes? Qu'est-ce que c'est cette merde? Enfin, qu'est-ce que tu me dis là? Et c'est quoi ça? Et du coup, j'avais pas forcément pris ça au sérieux. Et en fait, après, moi, en fait, j'ai été assez tôt dans tout ce qui était e-sport, jeux vidéo, etc. Donc à l'époque, je faisais des LAN, donc en tant que joueur, et ensuite après j'ai organisé des LAN, ou en tout cas j'ai participé à la production vidéo de LAN, genre la Skyline par exemple. Je faisais la régie stream avec certains, je faisais des after movies, etc. Peu importe. Et en faisant tout ça, en fait, j'ai rencontré Capet, du coup Capet le vrai sur Twitter et sur YouTube, qui était en fait assez impliqué avec la crypto très tôt donc. Et en fait, en 2015-2016, je me souviens que Capet ne faisait que parler de Bitcoin et des cryptos sur Twitter. Et du coup, à partir de ce moment-là, ça m'a mis un peu la puce à l'oreille. Et en fait, j'avais déjà monté des business, etc. Et en fait, avec l'argent que j'avais pu faire à ce moment-là, en fait, j'ai tout mis dans Bitcoin et Ethereum. Dans un premier temps, dans Bitcoin et ensuite dans Ethereum. À l'époque, Bitcoin, ça devait être autour des $800, $900, un truc comme ça. Et Ethereum, $15, $18, un truc comme ça. Enfin bref, j'ai pas été ultra impliqué en 2015-2016, tu vois, mais je me souviens, mes premières transactions, un coup de CB dans le métro sur Coinbase avec mes petits frais là, assez important à l'époque, et ça m'a mis le pied à l'étrier. 7% ou Ouais, enfin je pense au moins 3% à l'époque, peut-être un truc comme ça. Donc c'est comme ça en fait que je me suis mis au crypto. Et ensuite, en 2017, c'est le moment où je me suis un peu plus impliqué parce que les prix montaient. Ah oui, j'en ai pas parlé, mais aussi à l'époque, du coup, j'avais un business dans les jeux vidéo et du coup, on était amené à acheter des skins CSGO. Et en fait, on achetait des skins pour notre communauté. Et du coup, un des moyens de le faire, c'était d'acheter ces skins en fait en Bitcoin. Les skins, c'est quoi? C'était des accessoires Ouais, c'est sur Counter-Strike. Tu peux avoir des camouflages différents pour montrer que t'as des belles armes, c'est stylé, enfin bref, tu flexes un peu quoi. Et du coup à l'époque on en a acheté aussi en Bitcoin, donc ça a fait que très tôt
j'ai été en contact avec l'écosystème crypto, mais j'avais pas encore vraiment dig, vraiment en profondeur en tout cas. Et c'est après en 2017 où les prix sont partis en parabole, quoi. Enfin, c'est devenu absolument parabolique et c'est le moment où j'ai commencé à essayer de comprendre, à essayer de faire des coups à gauche, à droite, faire des bêtises évidemment. Mais c'est l'époque où je suis sur Discord avec Capet et j'apprends ce que c'est un order book, quoi. Sur Bitrex, enfin bref, même c'était l'époque, je sais plus si c'était à ce moment-là ou un peu après, l'époque McAfee, où McAfee fait des tweets en disant à telle heure tous les jours, je vais shield un coin, le coin faisait x3 en paire BTC, enfin bref, c'était... Yes. Ouais, pour rappel, John McAfee, c'était l'inventeur de l'antivirus McAfee et qui était un personnage assez exubérant, qui faisait un peu des annonces what the fuck sur Twitter, sur le prochain coin qui allait pumper. Il était absolument fou. En fait, chaque jour, il disait qu'il allait parler et faire la promotion d'une crypto aléatoire, ou je sais pas s'il a été payé ou c'était juste il était insider. Et en fait, instantanément, ça faisait, sur les premières fois, ça faisait x2, x3, x4, x5 en quelques minutes ou en une ou 2 minutes. Donc ça a créé une certaine folie sur le marché et ça a attiré beaucoup de gens, je pense aussi. Yes. Et donc, donc 2017, c'est là où tu es vraiment rentré pour de vrai, on va dire, là sur ce bull market là, même si tu as connu vers 2015-2016. Ouais. Et d'ailleurs, marrant, donc, en préparant l'interview, j'ai vu que tu avais cofondé le Trône. Est-ce que tu peux revenir sur ce que c'est le Trône, comment tu as été amené à cofonder le Trône? Est-ce que tu es toujours actif dedans d'ailleurs? Ouais, bah en fait, à l'origine, en 2017, j'ai rejoint le Discord de Capet qui s'appelait La Baleine. Et à cette époque-là, La Baleine, je pense que c'était un des plus gros Discord francophones pour la crypto. Je crois que c'était un facile 20-30 000 personnes. Pour 2017, c'était vraiment énorme. Et du coup, à cette époque-là, on parlait, etc. Et moi, ça m'a fait rencontrer certaines personnes, notamment Tonton, qui aujourd'hui gère le Trône aussi avec Ponzi et Carré Bleu. Et en fait, du coup, au travers de La Baleine, j'ai rencontré ces gens-là, en fait. Et du coup, au moment, en 2007, au moment où je rejoins La Baleine, je me fais ami avec pas mal de gens dedans, etc. Et ils se décident de créer une sorte de petit accès VIP payant en fait dans La Baleine. Et en fait, par peur de pas mal de choses, entre guillemets, ce groupe-là a été coupé. Et du coup, à ce moment-là, je dis, bah, en fait, on était en train de créer un truc qui est bien. Et au final, on le dissout. Pourquoi ? Et du coup, je dis, bah, moi, j'ai pas envie d'arrêter. Et du coup, c'est à ce moment-là où je crée le Trône avec Tonton. Enfin, le pseudo Tonton, du coup. Et, et derrière, ensuite, il y a Ponzi et Carré Bleu, qui sont aussi deux autres personnes qui rejoignent. Ce qui fait le groupe Le Trône, qui est du coup un groupe dans lequel, en fait, tu as beaucoup de contenu éducatif pour apprendre l'investissement, comment bien investir sur le marché crypto. Mais c'est pas juste te dire achète ce coin, quoi. C'est comprendre fondamentalement ce que c'est d'investir, comprendre les notions de risk-reward, de bankroll management, toutes ces choses-là, tu vois. Et en vrai, en 2007, c'était très peu développé. Enfin, en 2007, on est arrivé un peu tous comme des dégènes. Pour beaucoup, c'était la première expérience avec des marchés financiers. Donc, c'était vraiment la genèse, quoi, d'une génération d'un point de vue adoption financière, j'ai envie de dire. Ouais. Et du coup, on a créé ça. Donc, contenu éducatif, on apprend ce que c'est l'investissement, pas mal aussi partie trading, etc. Et ça devient vite très big. Et aujourd'hui, c'est une des plus grosses communautés francophones lorsqu'on parle d'investissement, trading et tout pour la crypto. Aujourd'hui, c'est une chaîne YouTube qui a plus de 100 000 abonnés, etc. Et moi, en fait, j'ai quitté le groupe fin 2020, avant le bull run de 2021. Parce que en gros, j'avais un peu envie de partir solo de mon côté. Okay. Et en même temps, c'était une période où moi j'étais moins disponible parce que j'étais un peu dans mon cursus classique de stage puis alternance, etc. Ce qui faisait que j'étais moins disponible aussi pour le groupe. Et donc en fait, au moment où j'ai fini stage, alternance, tous ces trucs-là, c'est là aussi j'ai commencé à accélérer un peu en perso. Mais ouais, j'ai fait 2-3 ans en travaillant et en gérant le Trône. Mais au bout d'un moment, j'avais besoin un peu de prendre mon envol et de faire des choses qui étaient différentes, quoi. Petite interruption pour vous dire que j'ai créé une communauté d'investissement pour permettre à chacun d'investir dans des fonds de trading crypto triés sur le volet.
En moyenne, le ticket d'entrée pour ces fonds est de minimum 100 000 euros et je vous permets, grâce à cette communauté, d'y investir à partir de seulement quelques milliers d'euros. Si vous voulez en savoir plus, je vous mets le lien en commentaire. C'est reparti pour l'interview. Et tu étais actionnaire d'ailleurs? Enfin, tu as revenu tes parts? Comment ça s'est passé ton départ? Ouais, en gros, ouais. Ok. Et donc ensuite, alors, je ne sais pas si c'est d'ailleurs ensuite, après, ou si tu as attendu un petit peu, mais tu as créé le média cofondé, je crois, avec Capet, hein, du coup, C'est le ça. média Coin Academy. Comment tu t'es dit d'ailleurs, je vais créer un média? C'était quoi l'idée derrière? Parce que c'est vrai que, bon, pour revenir en arrière, je pense qu'à ce moment-là, il y a quoi? Il y a le Journal du Coin, Cryptos Ouais. notamment, comme gros média français. The Big Whale n'est pas encore créé. Ouais. Ouais, mais en fait, avec Caped, très tôt, quand on s'est rencontrés, notamment en 2007, quand on était vraiment dans le marché crypto et tout, vraiment au début, on a toujours voulu faire un média. Ok. Mais le truc, c'est que je pense que c'était pas encore un timing parfait pour nous. On a senti que c'était pas le bon moment parce que, en soi, on s'est beaucoup intéressé au marché en fin de cycle. Et du coup, en fait, une fois que le top passe d'une certaine manière, etc., bon, euh, faut voir la tête de Twitter en 2018, 2019, 2020. Ouais. On n'est pas beaucoup, hein. Ouais, non, et Bitcoin était En France, enterré en tous tout les cas. jours. Ouais, c'est ça. Bah ouais, clairement. Et puis, c'est l'époque où on sait même pas si Ethereum va se relever. On sait même pas si Bitcoin va se relever, parce que enfin, il y a beaucoup moins, entre guillemets, de garantie ou d'approbation sociale comparé à maintenant. Et d'ailleurs, pour donner un chiffre, hein, Bitcoin, Ether par exemple, était monté, je crois, à 1300 $ et est redescendu quasiment à 80-90 $. Donc 78, ouais. 78, ouais. Donc c'est vrai qu'à ce moment-là, il n'y avait pas de certitude sur le fait qu'Ether allait Bah, c'est ça. revivre. Puis c'était un écosystème beaucoup moins développé. T'avais Arthur Hayes qui disait short this digit shitcoin. En gros, il disait que en gros, c'était plus du tout un coin qui valait plus 100 dollars ou plusieurs centaines de dollars. C'est un coin qui valait quelques dizaines de dollars ou quelques dollars. Envoyez-le à zéro. À l'époque, Arthur Hayes, c'était un peu le roi avec BitMEX parce que c'est la plus grosse plateforme de produits dérivés crypto. Ouais. Et je sais plus où on en était. Non, de Coin Academy, pourquoi tu as eu Ouais. cette... Donc, en fait, juste le timing n'était pas bon au début, parce que vous étiez en fin de cycle avec Capet. C'est ça. Donc, vous avez Et cette envie de créer un média. c'est ça. On sentait que c'était pas le bon moment. Mhm. Et en fait, début 2021, c'était le 1er mai. Je crois que c'était le 1er mai. Ouais, je crois que c'était le 1er mai 2021. On crée Coin Academy. Notamment parce qu'on sent qu'il y a beaucoup d'upside sur le marché, que c'est un truc qu'on a toujours voulu faire et qu'on avait l'occasion de le faire parce que moi, j'avais créé mon compte Twitter. En fait, j'avais un compte Twitter depuis extrêmement longtemps qui parlait pas que de crypto. Je me suis mis à parler crypto, je me suis fait ban. Ok. Donc ça, je me suis fait ban fin 2021, début 2020. Fin 2020, début 2021. Alors, juste pour venir là-dessus, c'est-à-dire que juste tu parles de crypto et donc ton compte est tout simplement supprimé, quoi. Ouais, en fait, je commençais à. En gros, à l'époque, j'étais très axé gaming, e-sport et tout. Je travaillais pour Domingo, pour Vitality, pour tous ces gens-là, etc. Et du coup, j'avais vraiment un beau réseau et pas mal de gens qui me suivaient, qui me relayaient et tout. Et je commence à faire des analyses vidéo du marché sur Twitter. Et à l'époque, Ok. il y en a. Enfin, bon. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui faisaient des analyses vidéo, enfin, des analyses graphiques vidéo sur Twitter. Ouais. Et je me fais ban. Je me fais ban de Twitter sans raison, sans motif. J'essaye tant bien que mal de récupérer mon compte, ça marche pas. Je contacte des gens via LinkedIn, chez Twitter France, ou via des contacts que j'avais à gauche, à droite, avec Domingo, Vitality, etc. Rien n'y fait. À l'époque, Twitter, c'était un peu la dictature, hein. Enfin, il y a des gens qui se plaignent d'aujourd'hui, mais bon. T'es là, ça fait peut-être 8 ou 10 ans, t'as un compte Twitter, t'as tout ton réseau, etc. Tu te fais ban arbitrairement du jour au lendemain parce que tu parles d'un sujet. Enfin, je suis pas un terroriste, quoi. Ah ouais. Et Et du on coup, parle pas juste d'un post qui a été qui a été retiré, on parle c'est vraiment le de compte, ton c'est le compte, compte, quoi. ouais. Ouais. Et j'avais à l'époque 10-12 000 followers, un truc comme ça déjà. Et du coup, je recrée un compte. À ce moment-là, je commence à retweeter et tout. Les gens ils sont en mode oh, il est back et tout. Ils commencent à me refollow. Ce compte se refait ban. Et du coup, c'est à ce moment-là où je me dis il faut que je change. Donc je change d'opérateur, j'achète un téléphone juste pour Twitter en gros. Et là, je recrée un compte et je me dis voilà, si ce compte il se refait ban, je disparais de Twitter quoi. Enfin, je flemme quoi.
Et du coup, je recrée ce compte-là et en fait, en un an, je prends 100 000 followers, tu vois. Donc, ça allait super vite. Et du coup, j'avais pas encore 100 000 followers, je crois, à l'époque où on crée Coin Academy, mais on sentait qu'il y avait vraiment quelque chose qui se passait. Et on s'est dit, bah en fait, tout ce qu'on a voulu faire, là, aujourd'hui, on a les moyens financiers de le faire, mais surtout, on a l'attraction, tu vois, d'un point de vue réseaux sociaux, etc., pour mettre un coup de fouet et pas se dire, bah, on va créer un média, mais genre, ça va être. Enfin, on va vraiment galérer longtemps. Alors, bon, ça a extrêmement bien marché, encore mieux marché que ce qu'on espérait, mais on a eu. Ouais, ça a direct pris. Et puis après, derrière, ça a donné ce que c'est aujourd'hui et ce dont on est très très fier, quoi. Cool. Ouais, c'est un des principaux médias crypto avec Journal du Coin, The Big Whale, Cryptost. Et d'ailleurs, pour rappeler, le business model d'un média, c'est plutôt assez clair. C'est-à-dire que tu vas faire de la contenu sponsor, tu vas monétiser des bannières et faire des partenariats. Est-ce que tu vois d'autres. C'est à peu près ça, c'est les gros. En soi, globalement, tu permets à des acteurs d'avoir du temps d'attention sur le marché francophone. Globalement, ce que tu vends, c'est du temps d'attention et c'est des campagnes marketing qui vont permettre du coup de toucher un public, ici un public surtout francophone. Et du coup, j'en sais rien, quand tu as un Ledger ou quand tu as un Binance ou quand tu as, je sais pas, un Sui ou un Solana qui veut se positionner sur le marché ou en tout cas faire parler de ce qu'ils font, etc., bah, ils peuvent aller voir des influenceurs, mais ils peuvent aussi aller voir des médias qui sont des entités qui sont qui n'ont pas forcément autant d'engagement que les influenceurs d'une certaine manière, mais qui sont très structurés, qui sont reconnus, qui donnent une certaine crédibilité, légitimité à ce que toi tu fais en tant qu'annonceur. Et du coup, c'est de cette manière que ça fonctionne, notamment aussi avec Journal du Coin, Cryptos. The Big Whale ont un modèle qui est un petit peu différent, mais d'une certaine manière, ils vendent aussi un petit peu ça au travers des petits déjeuners, des choses comme ça. Donc, mais après, en fait, la différence significative ici avec Coin Academy, c'est que, en fait, pour la première fois, dans l'écosystème francophone, d'un point de vue média, tu as un média, à mon sens, qui est personnifié par des personnes qui sont déjà très reconnues dans l'écosystème francophone. Enfin, très reconnues. Ouais. Bon, il y a les mollos, mais on nous connaissait déjà, les gens savaient qui on était. Beaucoup avaient une certaine familiarité avec nous, en tout cas une certaine sympathie pour nous. Et du coup, ce qui a fait que ça a beaucoup aidé. Je pense que ça a été un petit peu la même chose avec Grégory Raymond au début de The Big Whale ou au moment de Capital, etc. Et ça a un vrai impact parce que t'es pas un média froid, t'es un média un petit peu... qui est un peu plus familier par rapport au reste parce que tu te sens beaucoup plus proche de la communauté, tu vois. Donc ça fait vraiment une différence. Ouais, les gens viennent pour toi parce que voilà, c'est toi qui représente entre guillemets ton média. Les gens, c'est vraiment toi qui recherches. Mais c'est surtout que tu es encore plus proche des personnes qui te suivent, même en tant que média. Et du coup, ça fait que je pense qu'on a été très bon dans le fait de traiter certains sujets très tôt. C'est-à-dire que les NFT, on a traité ça très tôt. Bon, les gens pensent qu'ils veulent des NFT, mais en soi, à ce moment-là, c'est quand même une véritable révolution. Je pense que même aujourd'hui, c'est un moyen technique qui est très intéressant. Mais vraiment, à ce moment-là, on a fait un coverage qui était vraiment deep pour permettre aux gens de comprendre ce que c'était, etc. D'ailleurs, même quand tu tapais NFT, on était premier sur Google. On est passé à la télé sur TF1 pour parler des NFT. Donc, c'était aux 20h le dimanche sur TF1 entre Zemmour, la guerre en Ukraine et c'était qui? C'était comment il s'appelle? Oussama Hamar aussi avec Sofiane Pamar. Donc bref, c'était une époque assez folle. Mais ouais, on a couvert très tôt les NFT. On a parlé aussi relativement tôt des airdrops, ce qui a fait qu'on a une des sections les plus visitées et que les gens visitent lorsqu'ils veulent se renseigner, par exemple, sur les airdrops. Pour ce qui est des analyses fondamentales, je pense que comparé aussi à d'autres médias, très tôt, on a vraiment digue les projets et on a tout partagé publiquement. C'est-à-dire que vraiment, Capet sur ça, il a été extrêmement bon. Il a regardé les projets, il les disséquait techniquement, même d'un point de vue tokenomics, tout ça, et on mettait ça dans... Et puis au final, ça a créé Coin Academy qui était un truc super complet, super étoffé, et qui, aujourd'hui, pour moi, je pense, pour moi, est le meilleur média francophone. Donc,
Et toi d'ailleurs, tu es encore actif dessus. Enfin, tu n'as pas rédigé des articles, j'imagine que vous avez des pigistes, mais peut-être que tu as un suivi un peu plus stratégique sur le média. C'est ça. Moi, du coup, je suis CEO. Mhm. Enfin, je suis PDG de la boîte, en gros. Et derrière, derrière, je gère un petit peu les opérations au quotidien. Donc, je gère le staff. Sur quoi on va se. Donc, la partie vraiment vision. Donc, sur quoi on va se concentrer. Quelle va être un petit peu la direction pour les prochaines semaines, les prochains mois. À la fois du côté marketing, sales, contenu, absolument tout. Et ensuite, je fais entre guillemets du micromanagement dans le sens où je vais accompagner les personnes dans notre team pour que, en fait, ils aient les moyens de réussir et aussi les cadrer pour certains, parce qu'on a une team qui est relativement jeune. Mais c'est vraiment Coin Academy, c'est vraiment une team incroyable parce on est très peu. Tu vois, je pense qu'on est beaucoup moins que Cryptos, Journal du Coin ou même The Big Whale. Vous êtes En combien? termes on est de personnes actives, on est à peu près une dizaine. Ok. Mais même jusqu'à récemment, on était moins que ça. Enfin, on a eu beaucoup de freelancers, etc. Mais dans les personnes vraiment actives, je pense une dizaine au quotidien. Et du coup, c'est vraiment une famille, quoi. Tout le monde est très proche, on fait extrêmement attention au recrutement. Ce qui fait qu'il y a vraiment une très bonne ambiance. Et surtout, pour moi, ça, c'est le plus important en tant qu'entrepreneur et spécifiquement sur Khan Academy, c'est qu'on est très agile, tu vois. Donc, ça veut dire que quand on a dû prendre le virage NFT ou le virage airdrop ou avancer, par exemple, sur une section TradFi ou avancer sur les analyses fonda ou se dire maintenant on va bombarder sur Twitch, etc. En moins de 24 heures, on est capable de complètement pivoter notre attention et nos efforts et d'aller à fond dans un sens. Et c'est ça qui, en fait, est assez excitant. C'est que t'es pas dans un truc qui est gros, qui est lent et t'as l'impression de pas pouvoir réaliser ce que t'as vraiment en tête. Non, quand nous, on a un objectif ou qu'on veut innover, on y va à toute patate et on est une petite team très agile et c'est vraiment un plaisir sur ça. Ok. Et en parallèle, donc, tu as lancé la chaîne CryptoPixou. Alors peut-être avant Coin Academy, mais c'est vrai que aujourd'hui, c'est une grosse chaîne dans l'écosystème crypto francophone. Tu as plus de 35 000 abonnés. C'était quoi le but au début quand tu as lancé la chaîne? Est-ce qu'elle était déjà créée avant Coin Academy? Je crois que c'est créé avant Khan Academy, début 2021 de mémoire. Ok. Peut-être avant. J'avais déjà fait des chaînes YouTube à l'époque, mais c'était plus sur d'autres trucs. Je faisais des tutos sur des logiciels de montage, des tutos GTA. J'avais fait des trucs qui ont fait des millions de vues à l'époque. C'était n'importe quoi. Ok. Ce qui m'a donné, mais très tôt, dès que j'avais 14-15 ans, même 13 ans, je faisais déjà des vidéos, des tutos HDPVR Dazzle pour capturer ces jeux vidéo et derrière monter ces jeux vidéo un peu. C'est moins à la mode, tu vois, les vidéos sur des jeux vidéo maintenant, mais très tôt, j'étais à fond sur ça. Et du coup, là, en début 2021, je crée ma chaîne de mémoire. Et l'objectif, c'était purement de partager, moi, ce que je pensais du marché. Donc, c'est-à-dire que, étant donné que ça faisait pas mal de temps que j'étais dans le marché et que j'ai pu progresser, moi, vraiment, par exemple, la période 2018 à 2020, ça a été une période, entre guillemets, que j'appelle salle du temps. C'est-à-dire que t'as plein de gens qui disparaissent de l'écosystème et c'est le moment où je me suis dit, ok, je peux vraiment progresser en trading, je peux peut-être gagner ma vie avec ça. Enfin, je peux même très bien gagner ma vie avec ça. Juste focus, progresse, mets ton ego de côté et apprends, tu vois. Et surtout que c'était un bear market qui était vraiment pas simple, etc. Et du coup, c'est vraiment cette période où j'ai appris énormément de choses, notamment de par mes recherches, mais de par aussi les autres gens qui étaient dans le groupe Le Trône, qui m'ont vraiment aussi appris des choses, tu vois, c'était pas à sens unique. Mhm. Et du coup, de ce fait-là, en 2021, quand j'ai créé ma chaîne, j'avais vraiment envie de partager ce que moi, je pensais en fait du marché, parler de certains niveaux, parler de mes trades. Et vraiment, voilà, partager à cœur ouvert mes pensées sur le marché en tant que personne qui trade activement et qui investit activement. Et c'était vraiment ça le biais et la différence par rapport aux autres, c'est que je voulais un truc no bullshit, quoi. Parce que sur le YouTube Game FR, en crypto, c'est beaucoup de bullshit. Alors, il y a des gens qui regardent, donc c'est-à-dire qu'ils s'y retrouvent d'une certaine manière. La vérité, c'est que dans les cryptos,
vu qu'il y a beaucoup de gens qui ont peu de connaissances, bah, ils ont du mal à détecter ce qui est bon et ce qui est pas bon, ou ce qui est très biaisé, ou ce qui l'est moins, etc. Je dis pas que je suis très bon et que je suis pas biaisé. Hein. Il y a de tout partout, quoi. Mais du fait qu'il y ait peu d'expérience, la majorité des gens crypto ont peu d'expérience. Voilà, des fois, tu as du contenu un peu bizarre. Et surtout, les gens ont besoin d'être rassurés dans leur biais. Ce qu'on appelle le fameux biais de confirmation. C'est ça, c'est ça. Donc, ils ont besoin qu'on leur dise que les bas qui haul sont incroyables et qu'ils vont faire x100, globalement. Et si tu fais pas ça, si tu leur vends pas du rêve, ils trouveront quelqu'un d'autre pour leur vendre du rêve. Ouais, c'est ça. Enfin, et c'est pour ça que beaucoup de youtubeurs aussi ont tendance à prendre des coins qui sont très holdés par les communautés. Tu vois, genre dès que tu as des trucs, enfin, j'en sais rien, je sais pas une attaque envers certains coins hein, spécifiquement, mais à l'époque, je sais pas, tu as des gens qui sont à fond sur le Basic Attention Token, le BAT, puis le Swissborg, puis le CHZ, donc le Chiliz, puis ci, puis ça. En fait, tu as des modes autour de coins et des communautés qui se mettent autour de ces coins, et ces gens-là ont besoin d'être rassurés, notamment quand ça baisse, ou pour leur vendre du rêve, tout simplement. Et donc moi, je voyais ça, et j'avais une approche très, très froide, très rationnelle d'un point de vue trading, et puis j'avais aussi pas mal de choses d'un point de vue invest et tout. Et du coup, je voulais partager, idéalement, quelque chose qui était non biaisé, et qui permettait de vraiment prendre des décisions, et qui n'était pas juste là pour divertir et faire rêver, quoi. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé sur YouTube, et puis après, au fur et à mesure, hein, j'ai fait mon chemin, et puis j'en suis arrivé aussi à un moment à faire des podcasts, des interviews, etc. Format qui est très, 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 très cool, parce que ça te permet de t'ouvrir aussi, donc de rencontrer plein d'autres gens. Des gens, la plupart du temps, qui sont très brillants, qui sont très intéressants, et qui sont plus intelligents que toi, du moins sur leur domaine d'activité, ça c'est sûr. Et du coup, bah, moi, ça m'a permis de me nourrir, d'apprendre beaucoup de choses, et d'être meilleur, tu vois, tout simplement. Carrément. Ouais, tu as fait pas mal d'interviews. Je pense que c'est ton cas aussi. Ouais, tout à fait. Bah, moi, j'adore faire les interviews parce que ça, en général, le fait d'avoir un interview des top profils, je me dis quelle chance j'ai déjà de pouvoir échanger en one-to-one avec cette personne pendant 1 heure. Je vais apprendre plein de choses. Et ouais, c'est un moment vraiment privilégié. C'est un apprentissage. C'est des masterclass express, quoi. Ouais. Donc, ouais, j'adore ces moments-là. Et d'ailleurs, tu as interviewé pas mal beaucoup de. On parlait d'Arthur Hayes, le président, enfin l'ex-CEO de BitMEX, pardon, que tu as eu la chance d'interviewer. Jérémy Allaire aussi, CEO de Circle. Enfin voilà, tu as interviewé beaucoup de gros poissons dans l'écosystème. Et pour revenir sur sa chaîne, enfin, même revenir un peu sur la notion de crypto-influenceur, parce que c'est vrai que tu disais. Beaucoup de gens, tu vois, vont vouloir être rassurés avec ce fameux biais de confirmation. Ah, j'ai envie de croire à des théories, et le fait que cette personne-là me dise ce que j'ai envie d'entendre, je vais lui apporter du crédit. Et c'est vrai que, voilà, où est la frontière, tu vois, entre personnes sérieuses et personnes non sérieuses? C'est vrai qu'on le disait un peu en off juste avant, la notion de crypto-influenceur, elle est en général quand même assez négative. Et on prenait à l'inverse, tu vois, l'exemple de Mounir de Finari, qui fait un super travail et qui pourtant, tu vois, est quand même représente sa marque. Mais c'est vrai qu'il y a peut-être la différence entre, comme tu disais, chef d'entreprise et influenceur, qui fait qu'il y a une limite entre les deux. Comment toi, En fait, je sais pas comment t'expliquer. Peut-être que c'est des schémas de pensée que j'ai dans ma tête ou un biais que j'ai, etc. Mais il y a beaucoup de gens qui se disent un influenceur, c'est quelqu'un qui a peu d'expérience, qui est un peu un bête, qui est un mec qui est arrivé, il y a beaucoup de gens qui l'ont suivi, et du coup, il fait du contenu, et puis voilà. Enfin, après, tu vois, t'as à boire et à manger dans les influenceurs, mais t'as un biais un peu c'est pas forcément des personnes qui sont très affûtées, très intelligentes, qui font ça uniquement pour les clics, qui n'ont peu ou pas d'éthique, et ça me pose un peu problème, tu vois, parce que en fait, ce terme-là, on te le colle juste parce qu'il y a des gens qui tuent. Ouais, mais enfin, il y a d'autres termes qui sont plus cool. Je sais pas, il y a des gens qui parlent de créateurs de contenu. Bon, pourquoi pas, je sais pas. Le problème en crypto, pour moi spécifiquement en crypto, c'est que il y a beaucoup de gens qui sont aigris par rapport aux influenceurs. Et dans beaucoup de cas, ils ont raison. Ouais, c'est complètement. Et parce que, en fait, t'as beaucoup de gens qui ont très peu d'expérience et qui se donnent à faire des vidéos qui vont conseiller les autres d'une certaine manière. Alors, je dis pas qu'on n'a pas le droit d'exprimer ce qu'on pense, mais quand
tu es dans l'écosystème crypto depuis 6 mois et que tu commences à faire des vidéos pour expliquer à la terre entière comment ça fonctionne, je me dis qu'on parle quand même de marché financier. Et au bout d'un moment, tu peux argumenter que j'ai fait pareil d'une certaine manière quand j'ai commencé le Trône ou quand on était en 2007. Et voilà. Donc, je comprends cet aspect-là. Mais j'ai vraiment la sensation, en fait, que tu as beaucoup de gens qui font du contenu qui n'y connaissent pas grand-chose. Et du coup, de ce fait-là, ça entache la réputation et le respect qu'on a pour beaucoup de profils, tu vois. C'est un peu ça qui m'embête, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui font du contenu et qui ne le prennent pas au sérieux et qui mettent leur éthique de côté et qui se disent c'est juste un moyen de faire du cash, je m'en fous d'être légitime ou de faire un bon contenu, je prends mon cash. Parce qu'en fait, la grosse différence, on ne se rend pas compte, mais la grosse différence avec le marché crypto, c'est en tant que créateur de contenu, c'est que c'est un marché ultra rémunérateur. C'est-à-dire que si tu prends un mec qui a 10 000 abonnés et qui parle de jardinage ou qui parle de jeux vidéo, il va gagner probablement entre 10 et 50 fois moins qu'un mec qui a 10 000 abonnés et qui parle de crypto, à mon sens. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Et du coup, ce que ça fait, c'est que en fait, tu as plein de gens qui se disent en fait, je vais juste faire des vidéos, tirer des traits et prendre mon cash. Et même si j'ai pas forcément de compétences, ou je fais de l'analyse technique, mais je trade pas, je suis pas un très bon investisseur, et voilà. Et du fait que ces personnes-là soient sympathiques, qu'ils soient souriants, qu'ils soient drôles, etc., les gens ont tendance à le voir comme un divertissement, mais peut-être va les aiguiller vers des choix un peu pourris, alors que la personne en face est juste là, entre guillemets, pour avoir du clout et prendre son argent d'une certaine manière. Enfin, j'ai peut-être une vision et une pensée assez aigrie sur ce sujet-là, mais c'est tellement choquant parce que tu peux avoir 10, 15 000 abonnés et gagner très très bien ta vie alors que tu n'y connais pas grand-chose, quoi. Donc tu peux faire cette illusion-là, quoi. Ouais, je partage complètement cet avis. Et c'est vrai que ouais, c'est un peu celui qui criera le plus fort, entre guillemets, qui aura raison, alors que dans les faits, pas du tout. Et c'est vrai qu'il y a des influenceurs crypto et des influenceuses crypto qui tirent parti de ce phénomène-là, pour pas en citer. Mais complètement, ça je suis arrive même aux d'accord. gros, hein, même aux gros Ouais. influenceurs et tout. Enfin, c'est assez scandaleux. Je pense que ce qu'on a vu avec Caroline Jurado, justement, récemment, en fait, je sais pas si c'est juste sa manière de faire du marketing ou si elle est juste malhonnête. Bah, c'est vrai que, en tout cas, si on prend cet exemple-là, en fait, juste, elle dépasse la ligne rouge en termes de Non, mais c'est une de honte. régulation. C'est un putain de scandale. C'est-à-dire que en plus de ça, elle ment. C'est-à-dire que en gros, il y a une liste de crypto et elle dit si tu avais investi 100 euros, tu aurais fait X euros et globalement, tu serais riche si tu m'avais écouté, quoi. Parce que j'en parlais dans ma dernière newsletter qui était il y a 3 semaines. Et tu sais qu'au passage, j'ai la plus grande newsletter en France, quoi. 70 000 abonnés. Hein. Donc, enfin, tu vois ce que je veux dire. Et le truc, c'est que dans cette liste-là, t'as plus ou moins, t'as un meme coin très douteux, t'as un scam qui s'appelle X, HEX, et en gros, elle dit avoir fait x4,5 sur ça, alors que moi, j'ouvre le graphique, tout ce que je vois, c'est qu'elle a pu faire max x2,5 ou x3 sur un truc qui est totalement illiquide. Donc, c'est-à-dire qu'elle ment, et qu'en plus de ça, c'est certain qu'elle ne l'a pas fait. Enfin, et en plus, dans tous les cas, c'est un scam. Donc, mettre en avant une performance sur un scam. Donc, en fait, au bout d'un moment, je me dis que c'est ces gens-là qui nous représentent, c'est ces gens-là qui vont dans les médias. Et puis c'est aussi un peu problématique parce que je me dis que pour une audience qui est féminine, tu vois, qui s'intéresse aux crypto, peut-être que, tu vois, les femmes en général en crypto vont peut-être regarder davantage des personnages féminins parce que peut-être qu'elles se retrouvent plus, tu vois. Tout comme des hommes aiment peut-être regarder davantage des hommes parce que peut-être ils se projettent, tu vois, dans ces personnes-là. Ou en tout cas, peut-être que ça leur aspire plus confiance, je sais pas, peu importe. Mais du coup, de ce fait-là, t'as un peu ces personnes-là qui ont une certaine célébrité, ou en tout cas une certaine audience, qui en fait peuvent envoyer des gens totalement dans le mur. Et surtout des gens qui arrivent dans l'écosystème. Donc en fait, c'est extrêmement dangereux et c'est jamais sanctionné. Ouais, complètement. Et c'est vrai que dans l'exemple. Il se passe que tu jamais citais- rien. Hein. Non, il se passe jamais rien. C'est-à-dire qu'il y a des lois qui sont créées, mais j'ai l'impression que ce type de personnes passent entre les mailles du filet et continuent d'exercer leur pratique. Ouais, exactement.
Et c'est vrai qu'en plus, voilà, c'est pas exclure que tu vois, ils font ce qu'on appelle le chiller un projet, c'est-à-dire vraiment faire la promotion de ce projet sans dire justement qu'ils ont été payés par le projet en question pour le faire. Et d'ailleurs, ouais, c'est une excellente transition. Bah, toi, justement, c'est quoi le business model avec la chaîne? Alors, c'est vrai que tu as par exemple DYDX, qui est une plateforme de contrats futurs, enfin de produits dérivés. Ouais. Je crois que laquelle tu as un contrat long terme. Ouais. Donc ça, c'est par exemple, c'est une source de revenus. Peut-être que tu fais payer certaines interviews, j'en sais rien. Ouais, comment tu arrives à monétiser cette chaîne? Après, bien sûr, tu as les redevances YouTube. Hein. Ouais. Bah après, les revenus YouTube, ça rapporte pas grand-chose, on va pas se mentir. Avant que tu fasses vraiment du mainstream, c'est quand tu fais vraiment des millions de vues, je pense que ça rapporte quelque chose. Après, en crypto, quand tu fais des contenus longs, sachant que c'est la crypto et que tu as un CPM donc enfin, en moyenne pour 1000 vues entre guillemets ou 1000 impressions, tu es quand même mieux rémunéré que sur d'autres niches parce que la crypto, c'est, enfin voilà, il y a de l'argent quoi. Donc les annonceurs qui sont dans cet écosystème, ils ont tendance à dépenser plus que dans d'autres industries. Mais peu importe. Moi, typiquement, mon objectif, c'est de faire absolument rien payer à ma communauté ou le moins possible d'une certaine manière. Enfin, je me dis que les marques sont là pour ça. Ouais. Et si j'ai l'occasion de faire payer des marques pour permettre à plein de gens d'avoir un contenu qualitatif, donc qui me permet donc de me rémunérer sans que les gens aient à me payer tout en ayant un contenu quali, enfin tout le monde y gagne quoi. Enfin moi je trouve que c'est un modèle qui est plutôt sympa. Du coup, typiquement, j'ai certaines de mes vidéos qui sont sponsorisées. J'ai un contrat avec DYDX. Là, je vais avoir un contrat aussi avec une autre grosse plateforme. Certaines interviews sont sponsorisées, c'est mentionné en description, en commentaire épinglé, je le dis, etc. C'est extrêmement rare, hein. Je pense qu'il y a peut-être 5% de mes interviews qui sont sponsorisées, à part si tu pars du principe que si je mets en avant DYDX dans l'interview, c'est sponsorisé, à ce moment-là, elles sont toutes sponsorisées, parce que c'est quelque chose que je vends, enfin, je vends un format, en fait, d'une certaine manière, un peu comme toi, peut-être d'une certaine manière, avec Crypto Coulisses, tu vends une visibilité sur un contenu, etc. Donc voilà, il y a des marques qui me payent pour que je les mette en avant. Je le fais très rarement. Je le faisais plus par le passé, mais ça m'a amené aussi à faire des erreurs. Tu vois, il y a des choses que je regrette et tout. Donc maintenant, je suis très picky. Je le fais avec très peu de marques. Je dis non à 99% des trucs. Et pour moi, l'essentiel, c'est, voilà, comme je t'ai dit, d'amener le plus de valeur à la communauté, de leur faire payer le moins, voire zéro. Mais surtout, être crédible par rapport à ce que tu mets en avant. C'est-à-dire que pour moi aujourd'hui, je fais principalement de l'investissement et du trading. C'est ça qui me fait gagner ma vie. Évidemment, j'ai des business, etc., qui me rapportent de l'argent, tu vois, mais sincèrement, c'est dérisoire par rapport à ce que je fais d'un point de vue spéculation sur la crypto. Et du coup, le plus important, c'est que ce soit en ligne avec ce que moi je fais au quotidien. C'est-à-dire que si derrière je mets en avant DYDX, ça fait sens parce que c'est du trading, c'est des produits dérivés, c'est ce que je fais au quotidien. Si je mets en avant un exchange, ça fait sens parce que c'est totalement raccord. Mais typiquement sur d'autres choses, ça m'arrive très rarement, quoi. À part quand c'est peut-être dans un format interview, mais voilà. Donc sponsoring de vidéos, de tweets. J'ai un Discord où il y a un accès VIP où les gens peuvent accéder à tout le contenu que je mets dedans qui est un petit peu VIP pour le coup, un petit peu select, etc. Mais pour y accéder, il faut juste avoir un compte affilié sur une des plateformes avec lesquelles je travaille. Donc en gros, ça vous engage en absolument rien et ça vous coûte zéro. Mais si ce n'est ça, rien d'autre en vrai. Ok. Et tu parlais de retour de bâton par le passé, c'est-à-dire par exemple avoir fait la promotion d'un projet qui finalement, je sais pas, soit a mal fini ou un scam, un rug, ce genre de choses. J'ai fait ces erreurs-là au tout début. Ça m'est arrivé une fois à l'époque. Je vais pas ressortir le nom, sinon ça va repartir, etc. Mais ceux qui savent savent. Et du coup, je m'en suis voulu. Je m'en suis voulu typiquement. J'avais fait confiance à quelqu'un pour la due diligence. Qui m'avait dit des informations qui étaient fausses au final. Okay. Et du coup, voilà, maintenant je limite un maximum. Et en réalité, en France, on a un sens critique qui est plus développé, on va dire, que dans d'autres pays. C'est-à-dire que là où aux États-Unis, il y a plein de collabs, plein de sponsorships, plein de collaborations commerciales, en France, c'est plus hard. D'autant plus avec les cryptos. Donc, parce qu'évidemment, on touche à l'argent des gens. Donc forcément, c'est beaucoup plus sensible.
Moi, en crypto, dans le CTFR, on a tellement de drama, tellement de trucs. Enfin, la dernière fois, je faisais du coup des tweets sous mes tweets pour parler de DYDX dans le cadre d'une collaboration commerciale. J'ai oublié une fois de mentionner que c'était une collaboration commerciale, alors que ça fait 2 ans que je bosse avec eux. Voilà, c'est écrit partout que voilà. Il y a un mec qui a mentionné la DGCCRF, je crois, c'est ça? Enfin, l'autorité qui regarde si tu mentionnes bien, si tu respectes bien les règles pour justement que les consommateurs soient pas mislead, quoi. Ok. Donc, enfin, voilà, quoi. Genre, c'est-à-dire qu'en France, tu juste oublies un truc, voilà, ils mentionnent directement les organisations gouvernementales pour te casser la gueule. Donc, c'est un peu dur, sachant que, bon, voilà, il y a plein de gens, je pense, qui font les choses beaucoup moins correctement, quoi. Donc, Ouais, complètement. Et tu parlais du trading, donc aujourd'hui c'est, on va dire, ton activité principale. Tu passes combien d'heures par jour derrière les graphiques? beaucoup trop. Là, Ouais. au moment où je te parle, il y a un graphique là à gauche. Donc, non, ouais. Bah, en fait, le truc, c'est que je compte pas le nombre d'heures. En fait, enfin, en fait, dans tous les cas, c'est beaucoup trop d'heures. Ouais. Mais c'est plus passivement, parce qu'en gros, dans 95% des cas, genre, c'est juste de l'observation, de la préparation, etc. Et tu vas agir sur une toute petite fenêtre, quoi. Après, ça dépend évidemment sur quelle unité de temps tu trades, si tu es quelqu'un qui va peut-être faire plus du scalping, de l'intraday, ce genre de choses. Là, en ce moment, je suis beaucoup plus en mode swing, donc des trades que je garde plusieurs jours, plusieurs semaines, c'est tranquille. Mais, donc en fait, tu pourrais sinon, passer juste enfin même, je sais pas, 30 minutes par jour si tu es sur du swing trading, parce que ouais, chaque jour tu regardes tes graphes, tu as des alertes. Mais sauf que là, en fait, on est dans un moment de marché où tu as des choses assez intéressantes à regarder, notamment d'un point de vue altcoin, d'un point de vue. Enfin, et puis surtout, tu as un retour de volatilité, donc les choses bougent beaucoup plus vite. C'est-à-dire que dans le range, enfin, on est toujours dans ce futur range, dans cette longue consolidation, mais on va dire que par le passé, tu pouvais être beaucoup plus inactif parce que ça bougeait beaucoup moins. Là, d'un coup, tu as eu un pic de volatilité sur les Bitcoin, sur Solana, sur Ethereum, ce qui fait que bah, je regarde beaucoup plus activement. Mais ouais, c'est effrayant le nombre d'heures que je passe. Ok. Bon, après voilà, c'est pour la bonne cause, c'est ton activité principale. Mais c'est pour préparer les vidéos, tu vois. C'est-à-dire que moi, quand je passe du temps sur les écrans, je prépare mes trades, je réfléchis à ça, je partage mes pensées sur Discord, j'en fais des tweets. Derrière, quand je regarde les graphes, je prépare déjà mentalement ce que je vais dire dans mes prochaines vidéos, etc. pour avoir la vision la plus claire possible. Et moi, je kiffe ça, en fait. Je sais pas comment... Enfin, pour certains, ça peut sembler bête, etc. Mais pour moi, c'est vraiment une passion, en fait. C'est vraiment... Et c'est ça, pour moi, qui fait toute la différence, notamment dans les gens qui trade et qui partagent ça sur les réseaux. Tu vois quand c'est des gens qui sont passionnés, des gens qui ne le sont pas. Et ça, pour moi, ça fait une différence énorme parce que quand tu es passionné, déjà, tu comptes pas. Tu passes énormément de temps et surtout, tu partages beaucoup plus. Et c'est aussi ça que je cherche beaucoup dans le CTFR. C'est, tu vois, de la sincérité dans l'approche et dans ce qu'on partage. Et tu vois, il y a des gens qui font vraiment les choses bien. Je pense notamment à... En vrai, Asher, il fait les choses vraiment, vraiment propres. Tyrell, qui fait des choses vraiment aussi très, très cool. D'un point de vue trading, bon, c'est plus rare. Moi, j'aime bien CoinTips, par exemple, Alexandre Vinal. CoinTips, très bien, tu vois, très bien, parce que c'est sincère. Ça se sent que ça vient du cœur, quoi. Il te dit exactement ce qu'il pense. Il te dit pas ce que tu as envie d'entendre. C'est ça. Exactement. Et c'est ça qui est dantesque. Donc, et CoinTips, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Ouais. J'aime beaucoup. Yes. Et non, bah, pour clôturer un peu ton parcours, ta vie, tu disais que tu vivais, tu me disais en off, hein, tu vis à Malte. D'ailleurs, il y a pas mal de joueurs de poker pro, je crois, à Malte. C'est assez marrant. Et je crois qu'Aistek était passé par Malte aussi à un moment. Possible. Et ouais, globalement, c'est un peu le repère des joueurs de poker. Et ouais, tu disais que bah, ça a un impact aussi peut-être sur ton humeur, peut-être aussi du coup sur ton trading, le fait, je sais pas, d'être à proximité de la mer, d'être en dehors parce que tu viens de Paris de base, voilà, peut-être que c'est un autre contexte. C'est game changer. C'est game changer parce que moi j'ai habité une bonne partie de ma vie en Île-de-France et du coup de ce fait-là, bah tu viens un peu dans la grisaille, quoi. Enfin, t'as beaucoup de gens qui sont stressés, qui sont de mauvaise humeur, t'as pas une météo de zinzin, quoi. Donc, quand tu vas sur une île
où il y a du soleil, t'as la mer tout le temps à côté de toi, que t'as des gens qui sont de bonne humeur parce que c'est chill, quoi. Enfin, quand t'es sur une île, les gens sont beaucoup moins sous pression, etc. Et en plus de ça, t'as pas mal de gens dans la crypto et dans le poker et tout qui sont des milieux qui sont, je trouve, assez intéressants. Mais en fait, moi, ça a changé ma vie. Moi, j'ai pas envie de revenir à Paris, quoi. Enfin, quand je reviens et que je vais voir ma famille, mes amis, certains de mes amis, etc., je suis content. Mais je t'avoue que plus je visite, plus je découvre de nouveaux pays dans de nouveaux endroits, plus je me dis qu'il faut s'ouvrir, tu vois, il faut voyager pour se faire une opinion. Et souvent, les gens ont tendance à critiquer les gens qui s'expatrient ou qui partent à l'étranger, etc. Mais souvent, ces personnes-là, c'est des gens qui ont peu voyagé ou qui n'ont jamais vécu à l'étranger. Et du coup, quand tu vis à l'étranger, ta perception du monde change, en fait. Parce que tu te rends compte que toute ta vie, tu as été éduqué dans un moule. On te dit que la vie, c'est comme ça. Globalement, tu peux pas vraiment tester d'autres choses. Et quand tu testes d'autres choses, tu te dis, mais il y a des endroits extraordinaires. J'étais allé à Bali, en Indonésie. Les gens étaient tellement gentils. Et pourtant, ils n'ont pas un sou, hein, mais les gens sont tellement gentils. Après, ils vivent dans un milieu qui est tellement beau, etc. Donc, après, évidemment, en tant que touriste, c'est autre chose. Mais même, tu vois, quand on est allé à Singapour, moi, j'ai trouvé ça incroyable. Même Dubaï, registre très différent. Je ne sais pas si j'irai vivre là-bas. Mais tu vois, tu as vraiment un choc des cultures et il y a qu'un moyen de s'en rendre compte, c'est d'y aller. Pour derrière avoir vraiment une vision et un scope plus large, quoi. Et j'ai un peu l'impression que les Français, ils sont très fermés sur ce point-là, où ils disent ah oui, lui, il est parti, quel enculé, quoi. Alors que peut-être que eux, ils auraient bien aimé partir, quoi. Ouais, pas tous, je te rassure. Non, mais ça arrive, quoi. Donc, ouais, je vois complètement ce que tu veux dire. Je te propose de conclure l'interview par un peu ta vision du marché crypto, ça m'intéresse. Déjà, selon toi, où est-ce qu'on se situe dans ce cycle ? Bon, peut-être que ça va très mal vieillir. Hein. Ouais. Moi, je pense qu'on est à mi-cycle. Hein. Mm-hmm. Je pense qu'on est à mi-cycle. Je pense qu'on est à 50-60% du cycle. Si on se dit que voilà, peut-être un top d'ici un an, quelque chose et quelque. Enfin, j'ai du mal à. Tu vois, souvent j'ai un bon sens du timing à court moyen terme. Mais tout ce qui est un peu trop long terme, c'est très difficile en fait. Je regarde chaque semaine l'une après l'autre. J'évite Alors évidemment, par exemple, quand tu fais de l'investissement early stage ou ce genre de choses, tu vas avoir tendance à réfléchir un peu à les grosses échéances et quand est-ce que tu as envie d'avoir du capital liquide et quand voilà. Mais globalement, d'un point de vue trading, même invest, j'ai du mal à me projeter sur la fin du cycle, c'est fin 2025. Ouais, bien sûr. Parce qu'en fait, même comme dirait Mbappé, le marché, il a changé. Dans le sens où t'as les ETF cette fois-ci, qui mettent une pression acheteuse de dingue sur BTC, qui ont, je pense, bien aidé sur l'augmentation de la dominance. Donc voilà, moi je pense que si je devais avoir une opinion, ce serait probablement qu'on est au milieu de cycle. Pour l'instant, je suis pas très inquiété. Je suis plutôt bull, sincèrement. Je suis plutôt acheteur, de par mes positions. Je suis à l'achat sur BTC, sur ETH et sur Solana principalement. Après, voilà. Mais après, c'est plutôt sur des dérivés. Moi, mon spot actuellement, il est 100% en Bitcoin. Et voilà, moi personnellement, je vise bien plus haut sur BTC. Parce que là, on est toujours dans cette consolidation qui fait 8 mois, qui est interminable. Ouais. Et du coup, tu as une sorte d'aplatissement de la volatilité et des attentes des gens. Et surtout, en fait, vu qu'on a une volatilité qui s'est affaiblie, vu qu'on est resté dans un range de prix, en fait, tu as les dérivés, les gens sur les produits dérivés qui ont accumulé beaucoup de positions parce qu'à chaque fois, ils parient, en tout cas, ils tradent des oscillations qui sont de plus en plus petites. Jusqu'au moment où en fait la consolidation termine et en fait juste il y a un squeeze et on claque la gueule de la moitié du marché dans un sens. Et moi personnellement actuellement je pense que ce sera à la hausse. Donc voilà, on croise les doigts. D'ailleurs, c'est quoi tes prédictions, toi ? Moi justement, je suis pas du type prédiction. Enfin, j'ai quand même un BTC. Je pense qu'il pourrait taper un 150K $ en top de cycle.
Je pense que justement c'était la question d'après. Est-ce que tu penses que le BTC peut aussi faire bande à part sur la sortie de consolidation et après c'est toujours un peu ça, c'est-à-dire que les alts aient du retard, mais qu'on pourrait avoir un cycle différent d'habitude et avoir juste en fait le BTC qui pump. Ou à l'inverse, tu vois, est-ce que justement, comme d'habitude, en fait, l'histoire se répète, les alts aussi, et finalement, à la fin du cycle, est-ce qu'on pourrait pas se retrouver avec un quart de même coin dans le top 100 coin market cap? Parce qu'il ne faut pas oublier que bon, c'est quand même des cycles qui sont très nerveux émotionnellement parlant, et qu'on peut avoir de l'irrationalité de marché en fin de cycle. Moi, personnellement, je pense que ça risque de partir en même temps. Je pense surtout que les altcoins vont partir en même temps que Ethereum et Solana. Enfin, concrètement, si tu as Base qui performe bien, si tu as l'écosystème Base qui performe bien, les meme coins dessus vont avoir tendance à se développer, ou peut-être que c'est les meme coins sur Base qui vont faire que l'écosystème Base va bien se développer. À vous de choisir. Mais pareil, si Solana perf bien, je pense que les autres vont suivre. Si Ethereum perf bien, je pense que l'ensemble des altcoins vont suivre. Donc je pense que ça va plutôt se voir sur ETH et Sol pour les altcoins. Mais je pense que dans tous les cas, si BTC pète, Solana suivra, et Ether aussi, même s'il sous-performe. Je pense que tout va aller de concert. C'est juste que l'intensité ne sera pas la même. C'est-à-dire que je pense que si BTC breakout, les autres vont suivre, mais doucement. Et en fait, dès qu'on aura un BTC qui se calme peut-être un petit peu, qui baisse un petit peu en intensité sur la hausse, et qu'on a un ETH qui commence à reperformer ou à surperformer comme Solana, là, à ce moment-là, je pense que ça peut être quelque chose de grandiose. Mais ce ne sera pas quelque chose de grandiose pour toutes les altcoins. Il y a tellement de coins maintenant, ce sera probablement sur les coins qui sont sur les bonnes narratives, au bon moment, etc. Et c'est pour ça que j'ai l'impression que le marché a changé. Après... très difficile à dire, honnêtement. Je suis un peu aussi en découverte comme les gens, parce que les ETF, on n'en a jamais eu comme ça jusqu'à maintenant en spot. Ils ont eu un impact énorme sur le marché, un impact énorme sur BTC. Ils ont pris beaucoup de liquidités dans le marché, notamment sur le run de 2023. On a rarement vu un Ether aussi amorphe. Complètement. C'est vrai que si on regarde la courbe Ether Bitcoin, elle est vraiment baissière depuis un moment maintenant. Après, pour moi, si tu regardes la courbe Ether Bitcoin, est-ce que c'est pas les inflows des ETF en inversé? Ouais, c'est intéressant. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que si tu as un coin qui est cool, mais qui a pas d'inflow, et un coin derrière qui a des inflows, celui-là va monter. Donc si forcément, si tu regardes le ratio, donc c'est ça que moi personnellement, ce qui m'intéresserait, c'est de voir s'il y a vraiment des inflows un jour sur les ETF spot Ethereum. Et de voir justement, typiquement, si je vois les inflows se réveiller sur Ethereum, je pense que ça pourrait suivre. Alors je sais pas si ça arrivera, mais et ce cycle-là. Mais je pense que si ça se réveille, je pense que ça peut se réveiller d'un coup, et tu peux avoir un changement dynamique qui est assez fort, où en fait je sais pas, ça y est, des asset managers ont décidé de mettre un pourcentage dedans, ou je sais pas si c'est le fait qu'ils ajoutent le staking, ou si c'est quelque chose qui se débloque. Moi, je pense que c'est ça que les gens sous-estiment actuellement. Actuellement, c'est très décevant sur les inflows sur les ETF spot Ethereum. Et je me dis que voilà, si ça change, est-ce que les gens sont prêts à adapter leur position, à changer peut-être leur position? Je sais pas. Donc moi, c'est ça que j'aimerais voir sur Ether, c'est des inflows et voilà, un putain de réveil. et tu parlais de narrative, c'est quoi pour toi les narratifs sur lesquels tu vas miser pour cette seconde partie de Bull Run? Classique, j'ai envie de dire. Surtout, je pense narrative IA. C'est celle qui fait le plus sens en dehors des cryptos, et qui a beaucoup de potentiel, je pense, en crypto, et qui n'a pas encore révélé tout son potentiel. Je pense que rien que d'un point de vue sur performance, on le voit, surtout sur Tao, mais en vrai, sur 2023, tu as quand même eu des fetch qui ont bien performé. Donc il y a, après évidemment, Memecoin à surveiller. Je sais pas si c'est le truc chaud qui est super hype à cause du gourou Mourad en ce moment, où voilà, ça va disparaître, mais il est vrai que si tu regardes les top performers sur 2023-2024, il y a quand même beaucoup de meme coins. Donc ça, c'est pas à exclure.
Et après, pour le reste, beaucoup d'incertitudes en réalité. Beaucoup d'incertitudes. Après, moi, ça va être vraiment des plays sur des major caps. Donc, typiquement, je pense que c'est un truc qui n'est pas du tout évoqué, mais je pense que les tokens d'exchange comme le BNB, comme le JUP d'une certaine manière, comme le HYPE peut-être d'Hyperliquid, DYDX, tous ces trucs-là, mais surtout le BNB en réalité. Je pense que ça peut vraiment repop assez fort parce qu'il ne faut pas oublier que dès que le marché performe, tu as plus de volume, tu as plus de listings. Et en fait, pour accéder à ces listings, ces launchpads, ou pour trader avec moins de frais, ou enfin peu importe, globalement, tu es obligé d'avoir par exemple du BNB sur Binance. Et ça a été le cas avec le BGB sur BitGet aussi. Donc, moi, je pense que c'est une des narratives qui est la plus sous-estimée, parce que si tu regardes d'un point de vue graphique, le BNB est très proche de son ATH par rapport à énormément d'alts. Si tu regardes, même bon, il y a des gens qui diront c'est des shitcoins, hein, mais le BGB, le GT de Gaitio, les tokens d'exchange, etc. Bon, faut faire attention. Je pense qu'il y a des daubes dans tout ça, mais en tout cas, ceux qui gagnent à chaque fois, c'est les exchanges. Donc voilà, j'irai pas parier contre. Après, le dernier cycle, j'avais fait sur FTT, j'avais fait l'AIO, donc je l'avais eu avec 30 centimes ou 50 centimes, un truc comme ça. Ouais. Et ça avait fait une performance extraordinaire avant Drug, évidemment, avec la faillite. Mais voilà. Faut comprendre le risque, mais historiquement, les token exchange, c'est les plus manipulés, c'est ceux qui sont les plus proches des all-time high avant que tout parte en sucette. Donc je pense que c'est un truc aussi à surveiller. Okay. Et sur les DEX aussi. Je rappelle ce qu'on se dit, c'est bien sûr pas un conseil d'investissement, faites votre propre recherche, on ne l'oublie pas. Et dernière question, peut-être, est-ce que tu penses que les élections américaines à venir vont avoir un impact sur le marché, ou c'est un non-événement Je pense que si Trump est élu, le marché il peut s'emballer. Mais il faudra voir si il respecte toutes ses promesses, quoi. Mais dans tous les cas, je vois mal une élection de Trump comme quelque chose de bearish pour les cryptos. Enfin, au pire, il tient pas ses promesses et ça change rien. Ouais. Au mieux, il tient ses promesses et c'est très cool pour l'écosystème. Kamala Harris, quoi qu'on en dise, en vrai, elle a un peu le couteau sous la gorge, donc elle essaye de faire des choses dans le sens des cryptos. Mais après, est-ce que ça va s'emballer? Franchement, moi, je compte pas trop sur ça, en fait. En fait, tout ce qui est news, je l'inclus très peu. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de regarder le prix. Et souvent, c'est le prix qui crée la news. Je ne sais pas comment t'expliquer. Ouais, bien sûr. Enfin, on l'a vu en 2020-2021. Est-ce que c'est pas le fait que BTC pump énormément qui a fait que de grandes institutions s'y sont intéressées et en ont acheté? Donc, j'ai l'impression que souvent, ou en tout cas que les news, tu peux déjà les voir ou les prévoir en regardant le prix, parce que si tu pars du principe qu'il y a des insiders et qu'ils ont de la size, a priori, tu le verras sur le graphique. Donc, c'est pour ça que je n'essaie pas de rationaliser chaque hausse ou chaque mouvement avec de la news, etc. Je regarde purement graphiquement d'un point de vue prix ce qui se passe, la force des acheteurs et des vendeurs. Et souvent, après un move, on découvre que... Donc, je le vois plutôt dans ce sens-là. Ouais, que l'information, en fait, c'est le prix. Enfin, que le prix, c'est plutôt l'information. Ouais. C'est ça, le prix, c'est l'information. Ouais. Le prix, c'est la news. Quoi. Yes. Ça marche. Bon, je pense qu'on a fait un bon tour d'horizon. Merci beaucoup, Léo. Merci à toi. C'était très chouette. Peut-être qu'on fera un épisode dans quelques mois en fonction des mouvements de marché, voir où est-ce qu'on se situe. Avec plaisir. Et voilà, c'était vraiment un plaisir. Et je te dis à très vite. Merci à toi et allez vous abonner à Guy.